Salut à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire mon résumé du livre Zero to One de Peter Thiel. Il est sorti en version française 0 à 1, comment construire le futur. Je vous mets le lien dans la description. En lisant ce résumé, vous découvrirez la pensée singulière et radicale de Peter Thiel, qui se distingue de la doxa du monde digital et tech. Ces arguments à propos de la création d'entreprises résonneront inéluctablement en chacun d'entre vous, même si tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous découvrirez aussi que les secrets sont à la base des entreprises qui réussissent, qu'être en situation de monopole est la meilleure chose qui soit pour votre entreprise, il vaut mieux un faux plan d'action plutôt que rien, votre culture d'entreprise ne doit pas être prise à la légère, la machine ne remplacera pas l'homme. Pour l'auteur, chaque réussite est unique dans le monde des entreprises. Ainsi, sauf si elles prennent à bras-le-corps le fait de créer, inventer et réaliser des progrès verticaux et intensifs, les entreprises sont condamnées à disparaître dans le futur, peu importe la taille de leurs profits aujourd'hui. Les bonnes pratiques d'aujourd'hui sont celles qui les mèneront à leur perte dans un futur proche. Les chemins inexplorés sont les plus générateurs de valeur et les startups sont les plus à même de réécrire le monde et la façon dont il fonctionne. Les secrets que vous seuls détenez ont une grande valeur. Quelle vérité, avec laquelle peu de gens sont d'accord, détenez-vous? Derrière cette question se cachent des réponses loin d'être évidentes à trouver. Une bonne réponse prendra cette forme. La plupart des gens pensent que, mais c'est le contraire d'eux, qui est vrai. L'auteur nous donne son exemple. La plupart des gens pensent que le futur va être défini par la mondialisation. Mais la vérité est que la technologie importe plus et influencera beaucoup plus ce futur. En effet, les smartphones, qui nous empêchent de regarder autour de nous, nous empêchent aussi de remarquer à quel point ce qui nous entoure est désuet et vieux. Seuls les ordinateurs et les communications se sont radicalement améliorés depuis la moitié du XXe siècle. La façon d'entreprendre a changé avec la crise des années 2000. La bulle des années 2000 a fait évoluer les modes de pensée des startups. Avant cette crise, il valait mieux prendre des risques plutôt que de proposer des solutions triviales. Désormais, les avancées sont plutôt incrémentales et on peut considérer que les jeunes entreprises innovantes sont devenues plus frileuses. Aujourd'hui, on préfère rester lean et flexible, alors qu'auparavant, les startups avaient tendance à privilégier un mauvais business plan plutôt que rien. De même, actuellement, on cherche à être meilleur que la concurrence, alors qu'avant, les entrepreneurs avaient tendance à considérer qu'elles tuaient les profits. Enfin, les ventes étaient tout aussi importantes que le produit, tandis qu'en ce moment, un florilège d'applis et de produits-services demeure sans clients car elles ont mal évalué les besoins du marché. Certes, il faut apprendre des erreurs passées, mais en tirer de faux enseignements est dangereux. Peter Thiel est clairement un partisan de la pensée pré-crise des années 2000, sans pour autant justifier les excès qui ont pu exister au début du XXIe siècle. Le monopole est la meilleure façon pour une entreprise de devenir incontournable. Beaucoup d'entreprises rêvent de devenir un monopole et d'exceller à tel point qu'aucun concurrent ne pourra s'en rapprocher. Combien d'entreprises se trouvent dans ce cas? Combien se trouvent en situation de parfaite concurrence? Difficile de le savoir à première vue. Pourquoi? Les deux types d'entreprises ont intérêt à cacher la vérité. Pensons à Google qui représentait en mai 2014 68% du marché des moteurs de recherche, mais qui représentait seulement 3,4% du marché global de la publicité. L'entreprise tente d'apparaître aux yeux des régulateurs et des utilisateurs aussi diversifiés que possible avec Android, ses voitures autonomes, alors que 95% de ses revenus viennent des moteurs de recherche. D'autre part, les entreprises sur un marché où la concurrence est dite parfaite feront toujours en sorte de sous-estimer la concurrence et définiront un marché si petit qu'elles y seront les seules présentes. Quand les non-monopoles perçoivent leur marché comme une niche, les monopoles souhaitent communiquer sur le fait qu'ils diversifient leurs activités. Le monopole est la condition de chaque entreprise qui réussit, car il lui permettra de ne pas penser qu'au profit, mais aussi au plus long terme, à l'innovation, au bien-être des salariés, etc. La concurrence est une caractéristique idéologique du capitalisme. La concurrence se traduit par une diminution des profits pour tous, voire par des pertes. Une lutte permanente pour la survie et des offres qui se ressemblent toutes. Il suffit de voir la guerre des prix dans la distribution qui dure en France depuis de nombreuses années pour constater les désastres que cela peut engendrer. La rivalité exacerbée privilégie trop souvent les vieilles opportunités et ce qui a fonctionné par le passé. Si vous ne pouvez battre un rival, la fusion peut être une bonne solution. Ainsi, Confinity de Peter Thiel et Max Levchin et X.com de Elon Musk
se sont alliés pour devenir le numéro 1 du paiement en ligne en devenant PayPal. Les dangers de l'imitation expliquent en partie pourquoi les individus moins sociables réussissent dans la Silicon Valley. En étant moins sensibles aux modes, ils ont moins de chances de reproduire exactement ce que font les gens autour d'eux. Une fois qu'ils auront les compétences, ils se laisseront moins facilement détourner de leurs objectifs et convictions. Les monopoles ont généralement plusieurs caractéristiques communes. Une bonne entreprise peut se définir par sa capacité à générer du cash flow dans le futur, c'est-à-dire que la valeur d'une entreprise se calcule comme la somme de l'argent qu'elle générera dans le futur. Trop d'entrepreneurs choisissent de se focaliser sur la croissance à court terme. Ils regardent le nombre d'utilisateurs actifs par semaine, les objectifs de revenus chaque mois, les bénéfices chaque semestre. Certes, ces données peuvent avoir un intérêt, mais elles ne doivent pas empêcher les dirigeants de réfléchir à des questions stratégiques. Mon business existera-t-il toujours dans 10 ans? Quelles en sont les menaces? Aucun chiffre ne pourra vous le dire, seules les caractéristiques qualitatives et intrinsèques de votre entreprise pourront vous aider à y répondre. Quelles sont les caractéristiques d'un monopole en général? Chaque monopole est unique, mais tous combinent souvent une technologie propre et protégée, des effets de réseau, des économies d'échelle et une marque unique. Une technologie propre. Votre technologie doit être au moins 10 fois supérieure au substitut qui s'en rapproche le plus pour créer un véritable avantage monopolistique. Créer quelque chose de complètement nouveau reste la façon la plus simple d'y arriver. Vous pouvez sinon améliorer radicalement une solution existante pour échapper à la concurrence. Des effets de réseau. Plus vous avez d'utilisateurs, plus votre produit devient utile. Par exemple, si tous vos amis sont sur Facebook, votre expérience sur le réseau n'en sera que plus intéressante. Pour que cela fonctionne, il faut avant tout que votre produit ou service soit de grande valeur pour vos premiers utilisateurs. Sinon, ils n'en parleront pas à leurs proches. Paradoxalement, avec des effets de réseau, doivent commencer par de petits marchés. Les entreprises avec des effets de réseau doivent commencer par de petits marchés. C'est pourquoi ce sont rarement des personnes d'école de commerce qui créent ce type d'entreprise. Parce que le marché initial est souvent si faible qu'ils n'en perçoivent pas l'opportunité. Des économies d'échelle. Une entreprise monopolistique devient plus forte lorsqu'elle grandit. Les coûts fixes de la création d'un produit, ingénierie, management, bureau, sont répartis à travers un nombre de ventes toujours plus grand. Les entreprises de logiciels sont un des meilleurs exemples, puisque le coût de production marginal d'une nouvelle copie du logiciel est proche de zéro. C'est pour cette raison que depuis plusieurs années, les software as a service fleurissent dans le monde entier. Le cloud est un système d'abonnement qui permet d'obtenir des revenus récurrents avec un coût de production marginal égal à zéro. Une marque unique. Une entreprise a par définition le monopole de sa marque. Créer une marque forte et influente est une des meilleures façons pour devenir un monopole. Aujourd'hui, la marque tech la plus remarquable est évidemment Apple, qui donne une homogénéité et une logique parfaite à tout ce qu'elle fait, du marketing au prix en passant par le design ou l'expérience utilisateur. En revanche, aucune entreprise technologique ne peut être uniquement fondée sur la puissance de sa marque. Comment construire un monopole? Chaque start-up est petite à ses débuts et chaque monopole possède une grande part de son marché. Les startups doivent donc commencer par attaquer un marché de niche, puisqu'il est plus facile de dominer un petit marché qu'un gros. Attention tout de même, petit ne veut pas dire inexistant. La cible parfaite est un petit groupe de personnes concentrées ensemble et servies par aucun ou peu de concurrents. Un marché de grande taille est un mauvais choix, et ceux avec des concurrents déjà installés sont encore pires. Les entrepreneurs envoient toujours un mauvais signal lorsqu'ils souhaitent conquérir 1% d'un marché à 100 milliards de dollars dans la présentation de leur entreprise. Même si vous parvenez à prendre ces 1% de part de marché, vous devrez faire face à une concurrence féroce, ce qui réduira à néant vos profits sur le long terme. Une fois que vous dominez votre marché de niche, étendez-vous progressivement vers des marchés légèrement plus grands. Amazon est un bon exemple puisqu'il ne vendait au départ que des livres. En cela, le séquençage des marchés que vous souhaitez conquérir est crucial. Cette partie est aujourd'hui largement sous-estimée par la plupart des entrepreneurs. Quand vous vous préparez à la conquête des marchés adjacents, ne disruptez pas. Évitez la concurrence autant que possible. En effet, si votre startup peut être définie comme l'opposé d'entreprises déjà existantes, elle ne peut être complètement nouvelle et ne se transformera sans doute jamais en monopole. Enfin, être le premier sur le marché ne doit pas être un objectif, mais une tactique. Cela ne servira à rien d'être le premier si quelqu'un arrive avec une meilleure solution et vous détrône. Il est bien plus intéressant d'arriver le dernier avec une technologie 10 fois meilleure dans un marché spécifique qui vous garantira des années de monopole et de profit.
Ne laissez rien au hasard et établissez un plan de bataille. On demande aux entrepreneurs d'écouter leurs clients et de comprendre ce qu'ils souhaitent afin de proposer un produit minimum viable pour ensuite itérer jusqu'au succès. C'est une méthodologie et non un objectif en soi. Les petits changements vous permettront d'atteindre un maximum local, mais pas un maximum global. Sans un plan réfléchi, vous ne pourrez pas passer de 0 à 1. Comment voulez-vous que votre entreprise réussisse sans plan d'action à court et long terme? La force de la planification explique la difficulté à évaluer la valeur d'une entreprise. Quand une grande entreprise fait une offre de rachat pour une start-up, soit elle n'offre pas assez, soit trop. Les fondateurs vendent uniquement quand ils n'ont plus de vision concrète pour leur boîte. Dans ce cas, l'acquéreur paye sans doute trop. Ceux avec une véritable stratégie ne vendent pas parce que l'offre apparaît insuffisante. Un business avec un plan clair et concret sera toujours sous-estimé dans un monde où les gens voient le futur comme incertain. Le financement d'une entreprise par des ventures capitalistes est particulier. L'erreur des investisseurs dans les startups est de penser que les retours sur investissement seront égaux pour chaque entreprise. En se focalisant sur la diversification de leur portefeuille plutôt que sur la recherche des quelques entreprises dont la valeur deviendra extrêmement grande, ils passent immanquablement à côté des startups qui auraient pu leur rapporter gros. Le plus grand secret en venture capital est que le meilleur investissement égale ou dépasse la totalité de la valeur du reste du fonds. 2 règles en découlent. Investir uniquement dans les entreprises qui ont le potentiel de dépasser la valeur entière du fonds. La première règle est tellement restrictive qu'il ne peut y en avoir d'autres. Chaque entreprise du portefeuille d'un fonds d'investissement doit avoir le potentiel de révolutionner un secteur d'activité entier. La loi de puissance est difficilement perceptible parce qu'elle devient uniquement visible avec le temps. Après plus de 8 ans, le portefeuille sera en effet divisé entre un investissement dominant et le reste. Cette loi concerne aussi les entrepreneurs. Ils investissent leur temps et doivent donc se demander si leur entreprise permettra un retour sur investissement. Si vous créez une entreprise, souvenez-vous de 3 choses. Un marché sera probablement plus intéressant que tous les autres. Une stratégie de distribution domine généralement toutes les autres. Le temps et la prise de décision suivent aussi une loi de puissance. Cherchez des secrets pour trouver les opportunités qui en découlent. Pourquoi tant de personnes pensent-elles aujourd'hui qu'il ne reste plus de grands secrets? 1. L'incrémentalisme. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à avancer petit à petit, jour après jour et note après note. Si vous approfondissez un sujet qui n'est pas dans votre examen, vous ne recevrez rien en retour. En revanche, en faisant exactement ce qu'on vous demande et en étant un peu meilleur que vos camarades, vous obtiendrez d'excellentes notes. 2. L'aversion pour le risque. Les gens ont peur des secrets parce qu'ils ont peur de se tromper. La perspective d'être seul et d'avoir raison est déjà difficile à imaginer, mais celle d'être seul et dans l'erreur est insoutenable pour la plupart des humains. 3. L'autosatisfaction. Les élites bénéficient des plus grandes libertés et capacités pour explorer de nouvelles idées. Ce sont pourtant les personnes les plus frileuses et hermétiques au secret. 4. La platitude du monde. Alors que la mondialisation progresse, chacun perçoit le monde comme homogène et ultra-concurrentiel, ce qui amène ce type de question. S'il était encore possible de découvrir quelque chose de nouveau, pourquoi quelqu'un de plus créatif et intelligent que moi ne l'aurait-il pas déjà fait? Penser qu'il existe encore des secrets dans le monde vous rendra plus efficace et ouvert sur le monde parce que c'est une vérité. En effet, des progrès sont encore possibles dans un grand nombre de domaines. Technologie, science, médecine, ingénierie, etc. Ceux-ci ne seront accessibles qu'aux chercheurs acharnés. En business, de grandes entreprises peuvent être fondées sur des secrets publics et insoupçonnés. Il suffit de regarder des cas classiques comme celui d'Airbnb ou Uber. C'est seulement en croyant et en cherchant des secrets que vous pourrez percevoir au-delà des conventions l'opportunité cachée. Si des entreprises comme Facebook sont autant valorisées et importantes, il doit y avoir encore de la place pour créer des entreprises de grande valeur. Comment trouver des secrets? Il en existe 2 types, ceux sur la nature et ceux sur les personnes. Les secrets sur la nature nous entourent. Pour les trouver, il faudra étudier les aspects non découverts du monde physique. Les secrets sur les personnes sont différents. Il y a des choses dont les gens ne sont pas conscients ou qu'ils souhaitent cacher aux autres. 2 questions à se poser quand vous souhaitez créer votre entreprise. Quel secret la nature ne nous a pas encore révélé? Quel secret les gens me cachent? Les secrets à propos des hommes sont relativement sous-estimés, sans doute parce qu'ils ne nécessitent pas d'avoir un doctorat pour les découvrir. Le meilleur endroit pour découvrir des secrets se trouve là où personne d'autre ne cherche. La plupart des gens réfléchissent seulement par rapport à ce qu'ils connaissent ou à ce qu'on leur a enseigné. Vous pouvez vous demander quels sont les domaines qui comptent, mais ne sont toujours pas standardisés et institutionnalisés.
Que faire avec ce secret? Si vous trouvez un secret, vous avez le choix. Est-ce que vous en parlez à quelqu'un ou vous le gardez pour vous? C'est rarement une bonne idée de dire à tout le monde tout ce que vous savez. Au départ, parlez-en uniquement aux personnes dont vous avez besoin. Chaque bon business est construit autour d'un secret qui est caché au reste du monde. Les débuts de la création d'entreprise sont uniques. Pour Peter Thiel, une startup qui rate ses débuts ne pourra plus rectifier le tir par la suite. Les mauvaises décisions réalisées au début, associés, embauches, etc., seront extrêmement difficiles à corriger. En tant que fondateur, votre premier boulot sera de bien faire les choses pour ne pas commencer votre startup sur des fondations fragiles. La première décision cruciale est de choisir son ou ses associés. L'auteur le compare à un mariage où les conflits peuvent être aussi difficiles qu'un divorce. L'optimisme est souvent de mise au départ et il n'est pas romantique de prévoir ce qui pourrait arriver de mal. C'est pourquoi les gens ne le font pas. Les compétences techniques et complémentaires sont importantes, mais la façon dont les fondateurs se connaissent et travaillent ensemble est tout aussi importante. Aligner les intérêts de chacun sur le long terme est essentiel. Pour éviter les sources de mauvais alignement, 3 questions doivent être posées. Qui détient légalement l'entreprise? Qui dirige l'entreprise au quotidien? Qui gouverne formellement les affaires de l'entreprise? Une entreprise distribue généralement des actions aux fondateurs, aux employés et aux investisseurs. Les managers et les employés sont dans l'opérationnel. Un conseil d'administration comprenant fondateurs et investisseurs exerce un contrôle sur les activités de l'entreprise. Plus votre conseil est restreint, mieux votre société se portera puisqu'il sera plus simple d'atteindre le consensus et de prendre des décisions rapides. Un board de 3 personnes est idéal et ce dernier ne devrait jamais dépasser 5 personnes. En règle générale, toute personne que vous décidez de recruter doit être impliquée à plein temps, excepté les comptables et avocats. Toute personne qui ne possède pas de part de l'entreprise ou ne bénéficie pas d'un salaire à plein temps n'est fondamentalement pas alignée avec les intérêts de votre startup. C'est pour cette raison que les consultants, le temps partiel ou même le travail à distance, remote, ne peuvent fonctionner. S'agissant du CEO, moins il se paie, mieux l'entreprise fonctionnera. Un haut salaire l'encouragera à défendre le statu quo. Les CEO avec un salaire plus faible fixent les normes pour les autres. Les startups n'ont pas besoin de payer beaucoup les employés parce qu'elles ont un outil plus puissant, l'equity, des parts de la boîte qui encourageront l'employé à créer de la valeur pour le futur. Ne jamais divulguer les détails de cette distribution des parts aux employés. Ces parts ont des limites. Elles sont peu liquides, spécifiques à une entreprise et ne valent rien si l'entreprise fait faillite ou dépose le bilan. Toute personne qui préfère des parts révélera un engagement fort pour votre entreprise. La création d'une entreprise n'arrive qu'une fois. C'est uniquement à ce moment que vous pourrez poser les fondations et les règles qui aligneront les intérêts de tous pour créer de la valeur. Ces débuts durent aussi longtemps que l'entreprise crée et invente de nouvelles choses. La culture aura des conséquences sur la réussite de votre entreprise. Une culture d'entreprise ne peut être séparée de l'entreprise elle-même. Aucune entreprise n'a une culture, chaque entreprise est une culture. Une start-up est une équipe de personnes en mission et la culture est tout ce qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Peter Thiel prend l'exemple de son ancienne équipe, aussi appelée la PayPal Mafia, qui continue de s'entraider et d'investir dans les boîtes des uns et des autres. Elle n'a pas été assemblée uniquement avec des CV et les jeunes les plus talentueux. Tout le monde connaît des entreprises dans lesquelles les employés passent toute la journée ensemble et n'ont rien à se dire en dehors du bureau. C'est le pire qui puisse arriver dans l'entreprise que vous venez de créer. Pourquoi faire travailler ensemble un groupe de personnes qui ne s'apprécient pas? Le temps est l'atout numéro 1 d'une start-up. Il est donc étrange et contre-productif de le passer avec des personnes qui ne s'imaginent pas travailler ensemble sur le long terme. Le travail doit pouvoir générer des relations durables et de vraies amitiés. Des relations plus sincères vous rendront plus heureux et meilleurs tout au long de votre carrière. Ceux que vous recrutez doivent être enthousiastes de travailler avec vous. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous rejoindre? Les 2 seules réponses acceptables sont la mission et l'équipe. Vous attirerez les employés dont vous avez besoin si vous parvenez à expliquer l'importance de votre mission. Pourquoi vous faites quelque chose d'important que personne d'autre ne réalise actuellement? Promettez ce qu'aucune entreprise ne peut promettre. L'opportunité de réaliser un travail inestimable sur un problème unique avec des personnes incroyables. Lors de vos débuts, les personnes qui constituent votre équipe doivent se ressembler au maximum. Les startups ont des ressources limitées et doivent donc aller le plus vite possible, ce qui est plus simple quand tout le monde partage la même vision du monde et la même obsession pour un problème. À l'intérieur de l'entreprise, chaque individu doit être lié à son travail et a un rôle dans la société qui évoluera constamment. Rendez responsable une personne d'une seule tâche pour laquelle elle sera jugée. Cette définition des rôles réduira les conflits parce qu'elle supprime la concurrence sur certaines responsabilités. Votre stratégie marketing et de distribution est aussi importante que votre produit lui-même.
La distribution du produit, stratégie pour vendre, est largement sous-estimée aux US et partout dans le monde des startups. Les clients ne viendront pas juste parce que vous avez construit la solution qu'ils souhaitent. Si vous avez inventé quelque chose de nouveau, mais que vous n'avez pas trouvé la solution efficace pour la vendre, votre business n'est pas bon, peu importe votre produit. Deux mesures fixent les limites d'une distribution efficace. Le CLV, Customer Life Value, bénéfice que vous dégagerez en moyenne durant votre relation avec un client, doit être supérieur au CAC, coût d'acquisition client, montant moyen que vous dépensez pour acquérir un nouvel utilisateur. En général, plus votre produit est cher, plus vous devrez dépenser pour signer une vente. Les bonnes stratégies de vente commencent par des prospects plus modestes. Un nouveau client peut accepter de devenir votre plus gros client, mais il aura souvent des difficultés à signer un contrat s'il estime être complètement disproportionné par rapport à votre portefeuille de clients actuel. Une fois que vous avez plusieurs références clients qui utilisent avec succès votre produit, vous pourrez alors débuter le travail long et méthodique qui exige les plus gros deals. La publicité peut fonctionner pour les startups, mais uniquement lorsque le CAC, Customer Acquisition Cost, et le CLV, Customer Lifetime Value, rendent tous les autres canaux non rentables. Dans le cas contraire, les startups doivent résister à l'envie de jouer sur le même terrain que les grands groupes, avec des spots publicitaires à la télévision par exemple. Enfin, un produit est viral si dans ses fonctionnalités les plus profondes, il encourage les utilisateurs à inviter leurs amis. Dans ce cas, le premier qui domine la part de marché la plus conséquente dominera ensuite, grâce à cette viralité, le marché dans son ensemble. Les machines ne se substitueront jamais à l'homme. Pour l'heure, les machines ne remplaceront pas l'homme. En effet, ils considèrent que les ordinateurs sont des compléments aux humains et non des substituts. Les entreprises qui créeront le plus de valeur, ce seront celles qui valoriseront les gens plutôt que celles qui essaieront de rendre l'homme obsolète. PayPal a réussi de cette façon à endiguer les fraudes qui atteignaient 10 millions de dollars par mois. C'est aussi grâce à ce savant mélange que Palantir, logiciel qui aide les hommes et organisations à transformer des informations de différentes sources en connaissances vérifiées, a dépassé le milliard de chiffre d'affaires en 2014. Il se dit que c'est ce logiciel qui aurait aidé les États-Unis à capturer Oussama Ben Laden. De nouvelles technologies en droit, en médecine, dans l'éducation ne remplaceront pas les professionnels, mais elles leur permettront d'en faire plus. La question à se poser est la suivante. Comment les ordinateurs peuvent-ils aider les humains à résoudre des problèmes compliqués ? Conclusion. Les meilleurs problèmes sont ceux que personne d'autre ne cherche à résoudre. Toute entreprise se doit de répondre à ces 7 questions. Avez-vous une technologie révolutionnaire plutôt qu'une simple avancée incrémentale ? Est-ce le bon moment pour commencer votre entreprise ? Commencez-vous avec une grande part d'un petit marché ? Avez-vous la bonne équipe ? Connaissez-vous la stratégie que vous allez utiliser pour distribuer votre produit ou service ? Votre marché est-il défendable pour les 10-20 années à venir ? Avez-vous trouvé une opportunité que personne d'autre ne perçoit ? Ce qu'il faut retenir de la lecture de ce résumé. Les secrets que vous seul détenez ont une grande valeur. La façon d'entreprendre a changé avec la crise des années 2000. Le monopole est la meilleure façon pour une entreprise de devenir incontournable. La concurrence est une caractéristique idéologique du capitalisme. Les monopoles ont généralement plusieurs caractéristiques communes. Ne laissez rien au hasard et établissez un plan de bataille. Le financement d'une entreprise par des venture capitalistes est particulier. Cherchez des secrets pour trouver les opportunités qui en découlent. Les débuts de la création d'entreprise sont uniques. La culture aura des conséquences sur la réussite de votre entreprise. Votre stratégie marketing et de distribution est aussi importante que votre produit lui-même. Les machines ne se substitueront jamais à l'homme. Voilà, j'espère que la lecture de ce résumé vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour en avoir davantage. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.